Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, la dictature des algorithmes avec Lê Nguyen Hoang et Jean-Loup Fourquet. C'est l'enjeu civilisationnel du siècle. Depuis une décennie, notre attention est sous le contrôle d'algorithmes dangereux pour l'humanité et nous regardons ailleurs. À chaque seconde, des intelligences artificielles ultra sophistiquées choisissent quel message, image ou vidéo nous allons regarder. Mais leur unique objectif est de capter le maximum de notre temps de cerveau disponible pour en tirer le plus grand profit au mépris de conséquences individuelles et sociétales désormais bien identifiées. Isolement, utilisation compulsive des réseaux sociaux, dégradation de la santé mentale, cyberharcèlement de masse, polarisation politique, guerre de l'information, appel à la haine. Mes deux invités aujourd'hui sont Lê Nguyen Hoang, bonjour Lê. Bonjour. Et Jean-Loup Fourquet, bonjour Jean-Loup. Bonjour. Et vous avez tous les deux écrit et publié chez Talendier ce livre absolument passionnant, effrayant par certains côtés, mais enthousiasmant par d'autres. Nous allons en parler longuement dans Pile Poule aujourd'hui. La dictature des algorithmes, une transition numérique démocratique est possible. Donc, après avoir lu l'incipit de ce livre, ou son résumé, en tout cas sa problématique, on est quand même saisi par votre vision des algorithmes. Alors, vous êtes tous les deux des personnes extrêmement versées dans les nouvelles technologies. Lê, vous êtes polytechnicien, docteur en mathématiques, vous avez été chercheur au MIT et à l'EPFL, je crois que c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. PDG, cofondateur de Calicarpa, créateur de la chaîne YouTube Science for All et président de l'association Tournesol et auteur de Turing à la page, l'intelligence artificielle dans un transat en 2020. C'est dire si vous connaissez bien la question. Quant à Jean-Loup Fourquet, vous êtes vidéaste, ancien ingénieur, entrepreneur et entrepreneur social. Vous êtes enseignant, journaliste. Vous avez été chroniqueur pendant 3 ans pour le média Arrêt sur image sur le sujet de l'économie de l'attention. Et vous animez le blog de la chaîne YouTube Après la bière. Donc, c'est dire que si vous aussi, vous connaissiez bien la question de ces algorithmes qui nous maintiennent, pour lesquels nous sommes actuellement, nous vivons sous l'emprise de ces algorithmes, une sorte de dictature, comme vous le dites. Alors, je vais poser une question à l'un des deux. Alors, vous répondez l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, comme vous voulez. Cette dictature des algorithmes, les algorithmes, c'est ce qui fait travailler, c'est ce qui est derrière les intelligences artificielles, c'est ce qui est derrière toutes les renaissances numériques qu'on peut avoir. Et ces algorithmes, ces IA, sont conçus, alors celles qui sont agissantes derrière les grands réseaux sociaux, TikTok,
Facebook, YouTube et autres, et autres Instagram. Ces IA sont conçues, dites-vous, pour attirer le plus d'attention humaine possible. En fin de compte, elles sont faites pour ça au départ, c'est-à-dire que pour nous, pour nous prendre, pour nous voler du temps d'attention. C'est bien ça? Alors, au début, en fait, les algos de recommandation, c'est là parce qu'il y a beaucoup trop d'informations sur n'importe quelle plateforme. Et en fait, il faut bien qu'il y ait une mécanique qui trie et qui filtre l'information que vous allez avoir. Dans le livre, on parle beaucoup de la métaphore du rédacteur en chef. Un rédacteur en chef, comme sur la radio aujourd'hui, sur RCJ, il choisit les sujets, parmi tous les sujets à traiter, il choisit que par exemple la dictature des algorithmes est un sujet intéressant. Il y a un tri qui est fait. Et ce tri, il est lié au fait qu'il y a beaucoup d'informations. Donc à la base, les algorithmes de recommandation, ils sont là juste pour filtrer parmi tous les sujets et toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube. On va filtrer, on va vous donner celles qui vous intéresse le plus, et c'est là où ça commence à pêcher, c'est que en fait, qu'est-ce qu'on va juger intéressant pour vous? C'est pas forcément la vidéo qui va vous rendre le plus intelligent ou que vous allez être le plus satisfait d'avoir vu une semaine après. Là où ça pêche, c'est qu'en fait, la manière dont l'algorithme, la mécanique derrière la plateforme va choisir la vidéo que vous allez voir, c'est qu'elle va dire une bonne vidéo, c'est une vidéo qui va maximiser le temps que vous allez passer sur la plateforme. Et non pas le temps dont vous allez être content d'avoir passé sur la plateforme. C'est vraiment, c'est quoi la vidéo qui va vous scotcher le plus sur la plateforme. Et sur ça, il y a un chiffre assez fort à avoir, c'est que par exemple, sur YouTube, l'humanité regarde 1 milliard d'heures on en parle aussi dans le livre, 1 milliard d'heures par jour. C'est-à-dire qu'il y a 1 milliard d'heures de vidéos vues sur YouTube par l'humanité tous les jours. Et sur ce milliard d'heures, il y en a 70% qui viennent et qui sont recommandés directement par YouTube. Donc l'algorithme de recommandation choisit ce que l'humanité regarde pendant 700 millions d'heures chaque jour. Ouais, et puis pour compléter, ces entreprises, Google, Facebook, TikTok et compagnie, ce sont des entreprises qui vivent avant tout de la publicité ciblée. C'est-à-dire que ce qui compte pour eux, c'est que les utilisateurs, enfin nous passions un maximum de temps sur ces plateformes pour ensuite nous afficher des publicités. Et ça, c'est le gros des revenus de l'industrie de la technologie. Donc quand on pense technologie, intelligence artificielle et tout ça, il y a un lien en fait très fort avec le traitement et la diffusion de l'information. Et sa version payante, bah, ce sont les publicités. Et pour la diffuser, bah, il faut avoir l'attention d'un maximum de personnes. Alors, on passe un temps fou sur les réseaux sociaux. On est tous pris au piège, plus ou moins, euh, mais certains plus que moins. Et vous citez des chiffres qui sont absolument effrayants sur le nombre d'heures que nous passons sur ces réseaux sociaux à regarder en général des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt, des petites vidéos. Enfin, on se laisse happer, on se laisse tous happer par les réseaux sociaux. Mais c'est combien d'heures? Vous parlez aux États-Unis de 8 heures par jour. Oui, donc c'est les chiffres qu'on a trouvés. C'est vraiment des chiffres énormes, hein. C'est vraiment et c'est des chiffres qui ont augmenté avec le temps. Vraiment, le temps passé sur ces réseaux sociaux est énorme. Et un des aspects qui est très lié à ça, c'est le fait que c'est le téléphone. C'est-à-dire qu'avant, pour consommer un contenu, bah, il fallait se positionner devant une télévision. Bon, encore avant, il fallait acheter le journal, donc c'était un peu plus compliqué encore. Mais maintenant, on a tous dans notre poche accès à tous ces réseaux sociaux et ils sont conçus pour être extrêmement addictifs. Le téléphone est conçu pour être extrêmement addictif, pour être vraiment utilisé aussi de façon aussi compulsive que possible. Et ça nous pousse à céder à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et parmi cette utilisation, il y a un aspect qui est assez important à mes yeux, c'est le fait que sur téléphone, on a pris l'habitude de ne plus taper parce que c'est compliqué de taper sur un téléphone, mais on a pris l'habitude plus de cliquer, de swiper, de scroller. Et donc, ce sont Scroller, maintenant, ça veut dire faire défiler c'est ça, verticalement. faire défiler, mettre l'index Voilà, sur on met le doigt et puis le comme pouce, une roulette, on fait défiler les vidéos, c'est ça. c'est ça. Et donc, ça, ce sont devenus les modes privilégiés d'utilisation aujourd'hui d'Internet. Par exemple, sur YouTube, il y a 7 fois plus de vues sur mobile que sur desktop, enfin, sur les ordinateurs classiques. Ouais.
Alors, Et oui, juste, allez, je précise, sur les pardon. 8 heures, il faut voir qu'en fait, c'est la consommation de médias digitaux. Donc, ça inclut toutes les plateformes de réseaux sociaux, mais ça inclut, par exemple, les auditeurs, auditrices qui écoutent le podcast en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, les chiffres qu'on a et qui sont diffusés, c'est vraiment toute la consommation de médias digitaux. Et donc, du coup, ça inclut les images, la vidéo, l'audio et ce genre de choses. Ça inclut pas le rapport qu'on tape sérieusement au travail, par contre. Ouais. Mais ça reste quand même Ah, des... c'est Ça reste monumental. énorme, parce que 8 heures par jour, il y a 24 heures dans une journée, 3 fois 8, Ah oui, 24. J'ai bien compté. Ça veut dire que ah oui, c'est si, ça. si on dort 8 heures et qu'on est 8 heures sur les réseaux sociaux, il reste 8 heures pour faire tout le reste de C'est notre ça. existence. C'est quand même assez effrayant. Et alors, ce que vous montrez de façon très convaincante dans ce livre, hein, La dictature des algorithmes chez Talandier, c'est que, évidemment, une des conséquences, il y en a de multiples, mais une des conséquences de cette prédominance des algorithmes, donc des algorithmes qui servent à choisir pour nous, d'une certaine façon, nos images, nos vidéos et peut-être même nos idées. Une des conséquences, c'est que d'un point de vue citoyen ou d'un point de vue politique, ce sont les réseaux sociaux qui ont évidemment le plus de succès, qui vont être privilégiés par les algorithmes, et les réseaux sociaux qui ont le plus de succès, ce sont ceux qui agissent sur l'émotion, qui sont les plus extrémistes, qui sont les plus provocateurs, etc. Et donc, d'une certaine façon, c'est la défaite de la nuance et de l'équilibre. Ouais, c'est vraiment une conséquence de la guerre de l'attention plus générale. Enfin, c'est que aujourd'hui, l'attention, c'est de l'argent. Enfin, vraiment, se rendre compte que c'est encore une fois le marché d'affaires de ces, le business model de ces entreprises, de ces réseaux sociaux. Et donc, elles vont vouloir mettre ce qui retient le plus d'attention. Et il se trouve que bah, ce qui retient le plus d'attention de l'humain, c'est qu'il y a de beaucoup d'humains parmi nous. Bah, ce sont les émotions, enfin, les contenus qui suscitent beaucoup d'émotions, que ça soit bon, la joie est aussi une de ces émotions, donc c'est plutôt une bonne chose dans ce cas, mais en grande partie, c'est aussi tout ce qui est énervement, haine, et ça, Indignation. indignation, ouais, ça joue beaucoup. Et donc ça, malheureusement, de facto, en l'absence de toute régulation, il faut s'attendre à ce que ce soit les contenus qui soient les plus consommés sur les réseaux sociaux. Et il y a un aspect sur lequel on insiste aussi beaucoup dans la première et la deuxième partie du livre, parce que ça fait partie du problème et donc forcément de la solution. C'est sur cette. Alors, il y a un spectre, c'est-à-dire on a des mécanismes cognitifs qui sont plus ou moins court terme et long terme. Et en fait, la meilleure manière, effectivement, de capturer l'attention, c'est de parler à tous les mécanismes qui sont plutôt court-termistes, qui sont durs pour nous à réguler, qui sont du coup plus émotionnels que raisonnés. Et c'est vraiment le problème, c'est qu'en fait, les algorithmes de recommandation donnent beaucoup de valeur à la partie la plus court-termiste de nos fonctionnements. Ouais. Alors, avant de lire votre livre, je ne me rendais pas compte à quel point ces algorithmes aussi, dans l'univers politique, avaient fait évoluer les choses en profondeur. Vous allez même jusqu'à dire, et pas uniquement jusqu'à dire, mais jusqu'à démontrer dans ce livre, et ça c'est tout à fait passionnant, que jusqu'à 2011, le monde globalement allait vers plus de démocratie. Il allait vers plus de démocratie. Bon, il y avait des études qui montraient qu'il y avait de plus en plus de pays démocratiques, etc. Et depuis 2011, et vous attribuez ça au développement exponentiel des réseaux sociaux et donc des idées qui sont émises, maintenant c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est l'autocratie qui se développe parce que les réseaux sociaux, un certain nombre d'autocrates ou de populistes se sont aperçus qu'effectivement c'était des outils extraordinaires et que finalement ces réseaux sociaux maintenant viennent diminuer ce développement ou viennent amoindrir la démocratie et ont inversé cette courbe vers la démocratie. Alors ça, c'est juste effrayant.
Ouais, alors c'est vraiment une des courbes qui sont les plus importantes à mon sens aujourd'hui. C'est vraiment de voir l'évolution des démocraties à travers le monde. Enfin, comme vous l'avez dit, avant 2011, on a vraiment un progrès démocratique à travers le monde et même au sein des démocraties où ça se renforce, qui est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que depuis 2011, on voit beaucoup plus un renforcement de l'autoritarisme, que ce soit dans les pays déjà autoritaires ou dans les démocraties. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la tendance. Et j'ai envie de dire que les réseaux sociaux aient un impact sur ça ou non, c'est quelque chose qui devrait, à mon sens, vraiment nous préoccuper. Et on devrait essayer d'agir dessus. Donc même si les réseaux sociaux n'étaient pas impliqués dans ce recul démocratique, je pense que ce serait important de faire en sorte qu'il y ait plus de démocratie globalement dans notre quotidien. Après, il se trouve que ça coïncide beaucoup avec l'adoption massive des réseaux sociaux et que c'est vraiment une des raisons que la recherche scientifique a le plus mis en avant pour expliquer ce recul démocratique. C'est difficile d'être complètement certain sur le lien de causalité, mais voilà, il y a beaucoup d'éléments qui vont largement dans ce sens. Et en cela, il y a de quoi être vraiment très préoccupé et de se concentrer un peu plus sur le problème des réseaux sociaux et comment les réguler. Et il y a notamment un livre qui a été écrit sur ce sujet spécifiquement du lien qu'il pourrait y avoir entre le début des réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux et la baisse des valeurs démocratiques. C'est un livre de Barbara Walters qui s'appelle Comment la guerre civile commence, qui pousse cet aspect-là. Et encore une fois, on n'est pas dans des logiques de monocausalité, c'est-à-dire que c'est certainement pas la seule cause à ce genre de phénomène, mais la question, c'est plutôt, est-ce que les réseaux sociaux participent à l'aggravation et à la détérioration des valeurs démocratiques? Oui. Et donc, à la polarisation aussi de la vie économique avec en souvent deux factions qui ne se parlent pas. On voit ça très bien aux États-Unis entre des Mm. démocrates et des républicains qui n'ont plus grand-chose de commun. Mais cette polarisation existe dans tous les pays, en Europe, un peu partout. Ouais. Voir la confiscation de la pensée politique par un groupe ou par un politicien. Donc, c'est vraiment ce que vous mettez en exergue dans ce livre qui est extrêmement documenté, c'est un phénomène d'une gravité exceptionnelle. Oui, oui, Ah oui, oui. Ouais, on enfin, parle de en tout cas, menaces nous, Pas essentielles. compte, mais on se dit non, que c'est vraiment. Alors, heureusement, vous donnez des solutions dans la deuxième partie du livre, on va y venir, mais c'est quand même un phénomène d'une gravité exceptionnelle. Il y a, il y a un phénomène, par exemple, parmi tous ceux que vous décrivez, qui est le fait qu'il y a les réseaux sociaux mettent très facilement un effet de loupe sur certaines problématiques et mettent de Mm. côté d'autres problématiques qui sont généralement beaucoup plus importantes ou beaucoup plus massives euh, c'est un effet de distraction, d'une certaine façon. Vous expliquerez exactement ce que c'est. Et vous prenez l'exemple du nucléaire et vous dites, dès qu'il y a un accident nucléaire ou dès qu'il y a un problème, c'est complètement amplifié, etc. Alors qu'on parle très peu, par exemple, de la pollution par le charbon, de la pollution par les hydrocarbures, etc., qui est 20 fois ou peut-être même 20 000 fois plus dangereuse. Donc, il y a une orientation de l'opinion publique, disons les choses comme ça, vers des phénomènes qui sont pas forcément les plus massifs et les plus importants, et on laisse dans l'ombre de façon volontaire des phénomènes qui, eux, sont tout à fait massifs et beaucoup plus graves. Bah, du coup, je reprendrai là. Quand vous avez dit de façon volontaire, en fait, c'est plus sournois que ça, dans le sens où il y a personne qui volontairement se dit, ah, on va mettre en avant le nucléaire et on va baisser les impacts du charbon. Ce qui se passe, c'est juste que parler de catastrophe nucléaire va générer plus d'attention que parler de catastrophe du charbon. Et ça, pour tout un tas de phénomènes, alors notamment parce que no- cognitivement et culturellement, on a été plus marqué dans notre histoire et puis dans nos imaginaires par les catastrophes du nucléaire. Donc ça fonctionne mieux en termes d'attention. Et c'est là où il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est
les algos de recommandation vont trouver quelque part, on leur donne une logique, capturer le plus d'attention possible, et une fois qu'on leur a mis cette logique sans aucune régulation, ben, quelque part, ils trouvent par eux-mêmes, grâce à cette logique de capturer l'attention, les sujets qui vont capturer le plus d'attention. Et là, il s'avère que c'est le nucléaire. Donc, l'embêtant, et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est pas aussi volontaire que ça. Ouais. Ouais. Enfin, il y a quand même un côté qui est assez volontaire. On l'a vu notamment pas mal sur les ingérences, notamment russes, mais voilà, de différents pays étrangers. C'est que souvent les dictatures vont vouloir déstabiliser les démocraties en accentuant le phénomène de polarisation. Vous avez parlé un peu de ça, mais il faut se mettre dans la peau d'une dictature où ce qu'on veut, c'est montrer que la démocratie ne fonctionne pas. Et ça, on le voit beaucoup, notamment à Taïwan, où la Chine essaie de faire de l'ingérence à Taïwan pour montrer que la démocratie ne marche pas. Et pour y arriver, il suffit de mettre cet effet de loupe, comme vous avez très bien dit, sur les sujets qui divisent la population, enfin la démocratie. Et du coup, ça va faire en sorte qu'en démocratie, toute l'attention va être braquée sur les sujets qui divisent et que, voilà, par exemple, aux États-Unis, entre républicains et démocrates, les gens finissent par se haïr, se détester, avoir une polarisation affective, comme on dit dans le bouquin. Et donc ça, c'est vraiment l'effet de loupe qui est manipulé ici par les ingérences Ouais. étrangères. Et la manière dont ces ingérences étrangères fonctionnent, c'est pas forcément avec de la fausse information, c'est assez peu souvent avec de la fausse information. La principale arme qu'ils ont, c'est souvent l'utilisation d'énormément de faux comptes pour amplifier les contenus polarisants, énervants, et faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus recommandés par les algorithmes de recommandation, de sorte qu'ils deviennent le sujet discuté dans les démocraties et qui, du coup, divisent les démocraties de cette manière. Ouais. Donc, il y a un gros En, enjeu pour éviter ce mauvais scénario. Parce que en fait, pardon, c'est vraiment comme s'il y avait une fusée à deux étages. Le premier étage, c'est déjà la manière dont ça fonctionne et dont nous fonctionnons, c'est que les sujets polarisants vont avoir tendance à nous fasciner. Donc déjà l'algo de recommandation a intérêt à faire ça quelque part juste pour une histoire d'attention. Et après, deuxième étage de la fusée, il y a aussi du coup des pouvoirs qui ont intérêt à s'introduire dans les faiblesses et dans ces faiblesses algorithmiques-là pour les manipuler. Donc l'un dans l'autre, on se retrouve avec énormément de polarisation affective. Et du coup, la polarisation affective, pour être précis, c'est vraiment le fait, non pas que j'ai des idées très différentes de mon voisin, mais c'est, même si j'ai des idées un peu proches ou pas forcément si éloignées que ça, par contre, je déteste mon voisin pour les idées, le peu d'idées différentes qu'il a. On peut avoir une polarisation affective très très forte en ayant pourtant un spectre politique pas très large. Alors, ces phénomènes qui sont d'amplification, je dirais, des conflits, où on attise les conflits, où on met de l'huile sur le feu, d'une certaine façon, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va prendre, vous donner des exemples concrets, parce que derrière, les conséquences, c'est pas neutre. C'est des soulèvements, c'est des massacres, c'est des morts. Vous donnez l'exemple de ce qui s'est passé en Birmanie, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? En quoi est-ce que les réseaux sociaux et la manipulation des réseaux sociaux a donné les massacres frontaliers qu'on a connus. Alors, Birmanie, c'est un cas intéressant parce que c'est le cas le plus documenté. Du coup, on est vraiment capable de dire beaucoup de choses dans ce cas. Et c'est un cas assez vieux, on va dire, puisque c'est vraiment passé en 2017-2018. Donc, on a un peu de recul. Et ce qu'on sait de la Birmanie, c'est que d'une part, la plupart des utilisateurs, enfin beaucoup de gens qui avaient Internet, en fait, avaient Facebook, parce que le forfait Internet était vendu avec Facebook. Et ils utilisaient vraiment Facebook. Enfin, c'était pour eux, c'était Internet, quoi. Quand ils ouvraient leur téléphone, c'était Facebook. Et donc, le contenu informationnel qu'ils avaient, c'était vraiment le contenu qui était recommandé par Facebook. Et il se trouve que ce contenu qui était largement recommandé était très massivement de l'appel à la haine envers une communauté musulmane au nord-ouest de la Birmanie, qui s'appelle les Rohingyas. Et donc, jour après jour, une grosse partie de la population en Birmanie recevait des appels à non seulement détester les Rohingyas, mais même des appels à de la violence et au meurtre, voire au génocide envers les Rohingyas. Et ce qui a été documenté, c'est que des dizaines de milliers de Rohingyas ont malheureusement été tués
suite à des actions à la fois de militaires, mais également de civils birmans. Donc, c'est vraiment eu un effet horrible, qui a été appelé un génocide ensuite. Et Amnesty International et l'Organisation des Nations Unies ont reconnu le rôle majeur de Facebook. Facebook a contribué au génocide d'après ces organisations. Et donc là, on parle vraiment de complicité, de la pire chose qui puisse, en tout cas, l'une des pires choses qui puisse avoir lieu dans notre monde. Donc ça montre tout le rôle aujourd'hui qu'ont ces plateformes et finalement le sang qu'ils ont déjà, d'une certaine manière, un peu sur les mains, quoi. Mais vous parlez de la question de responsabilité. On ne peut pas accuser Facebook d'avoir volontairement lancé des appels à la haine par rapport aux Rohingyas. C'est beaucoup plus impersonnel que ça, en fait. Ouais. C'est le mécanisme interne, le cœur du réacteur de Facebook, c'est-à-dire son algorithme, qui a amplifié des phénomènes et qui a poussé d'une certaine façon à bout et attisé les haines. C'est bien ça qui s'est passé. Oui, donc, une des questions importantes, c'est est-ce que Facebook était au courant de tous ces problèmes? Et la réponse est malheureusement oui, puisque enfin, ils ont été prévenus à plusieurs reprises. Et donc, ils continuent à faire du profit en Birmanie, euh, tout en sachant qu'ils étaient en train de provoquer, ou de contribuer en tout cas à provoquer un génocide. Et c'est là qu'il y a une tension beaucoup plus grande et qu'on peut ramener à toutes sortes d'autres problèmes de société. Par exemple, quand on est une entreprise aujourd'hui polluante, bon, enfin, l'objectif n'est pas de polluer, bien entendu, enfin, d'émettre des gaz à effet de serre, mais une fois que l'on sait et que on a été informé de cela, il y a une responsabilité à la fois morale de savoir qu'on est en train de causer un tort, mais également des responsabilités légales par rapport à ça qui sont accompagnées, qui dépendent de la loi, ainsi de suite, et de l'avancement des lois, qui est aussi un des gros sujets du livre. Mais en tout cas, dans le cas particulier de la Birmanie, il y a vraiment des lois du droit international qui semblent avoir été, en tout cas Amnesty International accuse Facebook d'avoir enfreint à des lois du droit international, parce que sachant qu'ils contribuent à un génocide, ils n'ont pas fait ce qui était attendu pour réduire au moins l'impact de leur activité sur les risques de génocide. Et il n'y avait aucun moyen de les contraindre à ce moment-là? Bah, donc, il y avait le droit, enfin, il y a le droit international aujourd'hui pour essayer de les contraindre. Malheureusement, le droit international est pas toujours appliqué et compliqué à faire appliquer. De façon assez générale, hein, l'application des lois, c'est un des gros sujets aussi du livre. C'est quelque chose, c'est un grand défi, surtout dans l'espace numérique. Ceci étant, il y a aujourd'hui un procès en cours au Royaume-Uni des Rohingyas qui poursuivent Facebook et exigent, alors je crois que c'est 100 milliards de dollars de réparation, enfin, vraiment une très très grande somme, y compris pour Facebook. Et ça permet aussi de Jean-Luc dire, il y Fourquet. a... Ouais, oui. Euh, une des choses, donc Lé disait, c'est un exemple un peu vieux et très documenté. Et en fait, c'est aussi la raison pour laquelle on a pris cet exemple et qui est un peu, qui date un peu. C'est parce que justement, En on doit... 2017, ça va, c'est pas la Oui, mais préhistoire. non, 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 C'est mais ça. dans le numérique, c'est déjà très vieux comme exemple. Mais en fait, c'est important parce qu'en fait, il faut attendre qu'on ait documenté les cas parce que les grandes plateformes mettent extrêmement peu de volonté à ce que ce genre de cas avance. Et en fait, sur ça, il y a un exemple qui est quand même qu'on donne aussi dans le livre, c'est qu'il y a eu un autre cas où potentiellement Facebook a été responsable de massacres, c'est dans la guerre du Tigré. Et en fait, ce qui est fou, c'est que En Éthiopie. En leur Éthiopie, ouais. propre conseil de surveillance a été appelé. Ils ont dit qu'effectivement, il y avait eu plein de diffusions de certains contenus qui avaient provoqué des massacres. Et le propre conseil de surveillance de Facebook a voulu leur demander de faire de plus amples recherches. Et Facebook a répondu à son propre conseil de surveillance, ces recherches prennent trop de temps et donc nous ne les ferons pas. Et ça, c'est pour dire qu'il y a aussi de la très mauvaise volonté de la part des grandes plateformes qui ne veulent absolument pas reconnaître leurs responsabilités. Et de ça, nous pouvons les rendre responsables.
En fait, quand il y a autant d'appels qui sont faits pour dire non, vous êtes responsable de ça, qu'il y a autant de lanceurs d'alerte et de lanceuses d'alerte en l'occurrence, qui disent non, mais il y a des problèmes. On a plein de retours qui montrent des impacts et des conséquences négatives sociétales dramatiques. Et que eux-mêmes, c'est les seuls à avoir les données qui pourraient nous permettre de savoir ce qui s'est passé et qu'ils ne donnent pas ces données-là. Ça, ils en sont concrètement et responsables. On ne peut pas, ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ne sont pas au courant des conséquences de leurs algorithmes de recommandation. Mais ça, on comprend pourquoi les ingénieurs répondent ça, parce qu'ils se protègent. S'ils commencent à travailler là-dessus, c'est une reconnaissance implicite de leur responsabilité rédactionnelle, d'une certaine façon. Alors, ils n'arrêtent pas de dire, nous, c'est les personnes qui mettent ce qu'ils veulent sur des contenus. Nous ne sommes qu'un réceptacle, nous ne sommes qu'un outil. C'est leur principale défense. Ben, c'est pour ça qu'il faut en venir à de la régulation. On ne peut pas faire confiance aux grandes plateformes pour dire et s'auto-réguler elles-mêmes, sachant qu'en plus, elles sont elles-mêmes dans une course par rapport aux autres plateformes et qui fait que même si une plateforme, imaginons qu'une plateforme ait envie d'être éthique et envie de faire un algo de recommandation qui ne fasse pas et qui n'exploite pas ses faiblesses culturelles ou cognitives chez les humains. Mais cette plateforme va être reléguée en division 12 000 des plateformes. Parce qu'en fait, elle va moins fonctionner. Et ça, c'est un exemple aussi qu'on prend, c'est TikTok a trouvé une manière qui est plus efficace pour capter de l'attention, avec notamment ces vidéos immersives et un algo de recommandation qui choisit toutes les vidéos pour vous. Eh bien, dans les mois qui ont suivi, toutes les plateformes ont mis en place les mêmes technologies et les mêmes stratégies de recommandation. Donc, Instagram a fait les réels, Snapchat a fait les spotlights, YouTube a fait les YouTube Shorts, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas rester à la marge si une innovation va dans le sens de capturer le plus d'attention, et ce, quelles que soient les conséquences sociétales. Donc, on ne peut pas faire confiance à ce secteur pour s'autoréguler lui-même. Oui, bien sûr. Donc, il faut une force extérieure. Alors, Ouais. euh, ça va quand même très loin. Donc, Len Nguyen Hong et Jean-Loup Fourquet, donc je rappelle le titre de votre livre, hein, La dictature des algorithmes chez Talandier, euh, puisque il y a cet aspect polarisation et émotionnalisation de la vie politique qui est attisée par les plateformes. Émotionnalisation, je ne sais pas si le mot existe, mais enfin, c'est un peu ça. Mais vous allez plus loin, vous parlez de la guerre cognitive. C'est-à-dire que vous allez jusqu'à dire, ou à part laisser entendre, que la guerre cognitive est beaucoup plus dangereuse maintenant et probablement beaucoup plus menaçante que la guerre réelle. Oui, et ça, c'est quelque chose qui est reconnu de plus en plus par les forces armées françaises, notamment le chef d'état-major des armées a affirmé il y a quelques années que la nouvelle doctrine, enfin en tout cas, l'objectif de la France était de gagner la guerre avant la guerre, tout en se préparant au pire. Et ce qu'il entendait pas mal par là, c'est vraiment cette notion de guerre informationnelle, hein, qui est maintenant reconnue comme un nouvel espace de guerre, hein. Il y a la terre, air, mer, et maintenant donc cyber et donc Et l'espace cyber. informationnel notamment. Et dans cet espace informationnel, il est possible de complètement déstabiliser un pays ennemi par exemple, en créant cette polarisation, en mettant les uns contre les autres. On sait qu'il y a eu beaucoup d'ingérences russes qui vont dans ce sens, par exemple en France. Dans le livre, on parle plus du cas plus documenté de l'élection présidentielle américaine de 2016 notamment. Mais voilà, il y a vraiment toute une guerre de déstabilisation et ça marche dans toutes sortes de pays, à la fois les pays démocratiques, mais également dans les pays autoritaires, où enfin, on l'a vu beaucoup, alors pas forcément dans des pays que autoritaires, mais notamment en Afrique, dans la guerre de l'information entre typiquement les ministres Wagner et l'influence française. Et donc là, on a vraiment des enjeux à l'échelle de gouvernance de tout un pays où on est capable de renverser un régime en pouvoir juste en jouant sur ces aspects cognitifs. Ouais. Jean-Loup Fourquet, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? Non, mais il y a un exemple, par exemple, alors c'est un autre exemple qu'on ne prend pas forcément dans le livre, mais qui est un exemple typique. C'est par exemple,
ce qu'a fait Cambridge Analytica avec Trinité et Tobago. Il y avait une élection, donc il y avait deux grands partis, parti plutôt indien et plutôt un parti afro-caribéen. Et en fait, il y a eu une manipulation, donc là, pour le coup, une manipulation cognitive. Ils ont fait un mouvement, en fait, où ils ont encouragé tous les jeunes à ne pas voter. Le but, c'était de dire il ne faut pas voter, il ne faut pas voter. Donc, il y a eu tout un des rendez-vous organisés sur Facebook pour protester, dire c'est tous pourris, tous les politiques sont pourris, etc., etc. Et en fait, le mouvement semblait non partisan parce que c'était vraiment à destination vraiment des jeunes parce que c'était un mouvement cool, etc., etc., pour pas aller voter. Et en fait, la base du mouvement, c'était qu'ils savaient très bien que les Indiens sont dans une tradition où on fait plutôt comme les parents. Donc, on a beau aller à des meetings pour pas aller voter, finalement, les enfants sont allés voter. Alors que dans la communauté afro-caribéenne, il y a plus d'indépendance entre parents et enfants. Et donc, il s'est avéré que les enfants ne sont vraiment pas allés voter. Et donc, ben, le parti indien a gagné et c'était lui qui était commanditaire de cette affaire. Ça, Et c'est tout ça machiavélique. pour, Ouais. ah, c'est machiavélique, mais le but du jeu, c'est ça. C'est ça le but du jeu d'une attaque cognitive. C'est on fait en sorte que de changer la manière de penser le monde du parti adverse pour l'emporter. Si le parti adverse n'a plus les forces et n'a plus les ressources allouées à se défendre, ben, vous avez déjà gagné. Ouais. Si les démocraties ne croient plus en elles-mêmes, vous n'avez plus à les battre, vous avez déjà gagné. Mais alors, c'est extrêmement pervers et beaucoup plus dangereux parce que si vous faites une campagne en disant votez pour un tel, bon, tout le monde comprend que vous êtes partisan. Si vous faites une campagne en disant n'allez pas voter, elle apparaît comme une campagne un peu neutre, Ouais. simplement retirez-vous des élections, etc. Alors qu'elle favorise, concrètement un des partisans. Oui, oui, Et tout à on fait. voit ce phénomène actuellement aussi pour beaucoup de conflits, l'Ukraine ou ce qui se passe actuellement au Proche-Orient et à Gaza, avec une espèce de poussée à l'incandescence des émotions, des discussions, des haines, etc. Là aussi, probablement, je ne suis pas un spécialiste, probablement que les réseaux sociaux ont une part immense aussi sur ce qui est en train de se passer. Oui, oui, enfin, de façon générale, en fait, l'opinion publique est vraiment un enjeu majeur. Et ça, on le voit par exemple dans le cas de la Russie qui contrôle énormément l'information qui circule en interne. Eux, ils ont vraiment pris une position d'une certaine manière de cyberdéfense informationnelle en essayant d'éviter les réseaux sociaux étrangers chez eux. Bon, et l'enjeu derrière ça, c'est non seulement le contrôle de la population, mais c'est aussi la recherche d'alliés. Aujourd'hui, dans tous ces conflits, trouver des alliés, c'est vraiment critique pour pouvoir avoir des livraisons d'armes, ce genre de choses, ou même le soutien de la communauté internationale, ce genre de choses. Et ça dépend beaucoup des opinions publiques des pays étrangers. Et donc, c'est là que la guerre cognitive est vraiment énorme dans tout conflit, quel que soit le conflit. Même, par exemple, si je prends le cas des Birmans, il y avait ou des Rohingyas plutôt, il y a un effort, il y a une guerre de l'attention que malheureusement les Rohingyas n'ont pas vraiment gagné, euh, où les Rohingyas avaient besoin du soutien de la communauté internationale, juste du fait que ça se sache qu'il y a un génocide pour recevoir l'aide nécessaire pour leur survie. Il y a presque 1 million de réfugiés qui ont dû se déplacer dans le pays voisin. Enfin, c'était vraiment des situations très compliquées où l'aide internationale est vraiment critique. Et là, on voit vraiment du coup l'importance de cette guerre de l'information. Alors, c'est d'autant plus, le mécanisme est d'autant plus important et dangereux que vous avez les réseaux sociaux qui, d'une certaine façon, attisent donc ces conflits, émotionnalisent, portent à incandescence, et que derrière, vous avez un deuxième niveau qui est le niveau, et ça vous le décrivez très bien, des médias traditionnels qui emboîtent le pas, parce qu'ils ne peuvent pas être à l'extérieur de ça. Ils ne peuvent pas
ils se repèrent. Ils peuvent pas parler d'autre chose, ils peuvent pas parler de sujets qui sont moins émotionnels parce que sinon ils perdent de l'audience et qu'eux-mêmes sont dans la même logique d'audience, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Et on est tenté de penser aussi qu'à un troisième niveau, les politiques emboîtent le pas aussi de la même façon. Parce que les politiques vont parler aussi des sujets qui clivent, etc. et vont être piégés par ces réseaux sociaux. Donc ça va remonter très haut. Mais en fait, tout le monde est dépendant quelque part de l'attention qu'il génère. Et alors, plus ou moins en fonction de ce qu'on fait, mais effectivement, les médias le sont. Et d'ailleurs, c'est pour ça, on en parle. Pourquoi beaucoup de journalistes adorent Twitter? C'est parce que Twitter leur permet de savoir à l'avance quels sont les angles, les titres et les points de vue qui vont fonctionner d'un point de vue d'audience. Quand vous faites un tweet avec une punchline et que vous êtes retweeté 150 fois alors que vous avez une petite audience, vous savez que c'est un angle qui va fonctionner. Et donc, vous pouvez écrire votre papier en toute tranquillité. Vous savez qu'il va générer du clic. Et c'est pareil quand vous êtes un politique. Si vous parlez de sujet A et que ça ne retweet pas, vous savez que ce sujet-là ne fait pas réagir et ne va pas générer de l'attention. Et c'est vraiment un truc dont on parle. Je pense que de plus en plus de créateurs de contenu, qu'ils soient politiques ou non, ont métabolisé et ont intégré ces logiques-là dans leur prise de parole. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent très bien, et on le voit hein, maintenant, il y a des gens qui font des discours ou des interventions à l'Assemblée nationale. Le but n'est pas de parler aux gens de l'Assemblée nationale. Le but est de sortir la petite punchline, le truc qui va après générer du clic sur les réseaux sociaux. Alors après, il faut voir que ce n'est pas des choses qui sont tout à fait nouvelles. Il y a toujours eu partout ces logiques-là de faire des bonnes sorties qui vont générer de l'attention. Ce qu'on dit aussi dans le livre, c'est que ce n'est pas forcément une différence de nature, c'est vraiment une différence d'ampleur. C'est-à-dire qu'en gros, avant, la petite phrase allait vous faire augmenter votre visibilité par fois 5 parce que vous alliez être repris dans une dépêche en plus de l'AFP. Aujourd'hui, potentiellement, la petite phrase va vous donner une visibilité d'un ordre de grandeur bien supérieur. Et en fait, ben, ça augmente les déséquilibres, sachant qu'en plus, l'espace numérique est un espace qui est, pour l'instant, très, très peu régulé. Et puis, juste pour insister sur quelque chose qu'a dit Jean-Loup, on a tendance à penser que les algorithmes de recommandation vont manipuler les consommateurs et ou l'information reçue par les consommateurs. Et c'est un aspect. Mais ce qu'on voit peut-être encore plus, enfin, ce qui est peut-être encore plus dangereux, c'est qu'ils vont manipuler les créateurs de contenu. Enfin, ça, on le sait très bien, nous deux, on produit des contenus, mais j'imagine que vous aussi, en tant que journaliste, vous voyez les audiences et vous voyez comment ça peut influencer les décisions des prochaines directions éditoriales. Et c'est là qu'est vraiment, à notre sens, le plus gros danger, enfin, en tout cas, un des plus gros dangers, c'est que la production d'informations soit complètement hackée, manipulée. On parle de TikTok qui réinvente la monnaie. La nouvelle monnaie, c'est donner de l'attention. Et quand on donne de l'attention à un sujet, bah, il sera beaucoup plus produit. Et donc, à mon sens, c'est vraiment des aspects qui est parfois négligé dans la manière dont ces algorithmes de recommandation manipulent l'information. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, pour le réinventer la monnaie, il faut voir que pour la Chine avec TikTok, nous montre exactement quelle est sa stratégie de cybersécurité et de cyberattaque. C'est qu'il y a deux applications, une application Douyin en Chine et une application TikTok à l'étranger, avec des algorithmes de recommandation qui sont différents en fonction des cas. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la Chine n'a pas vraiment, enfin, elle le fait, mais la manière dont elle contrôle le discours, c'est pas en payant des créateurs de contenu pour qu'ils fassent le bon contenu. C'est simplement en donnant de la visibilité aux créateurs de contenu qui ont le bon discours. Ils n'ont même pas à payer pour ça. Comme ils contrôlent l'algorithme de recommandation, il suffit de dire, ah, lui, elle, il a le bon discours, on va lui donner plus de visibilité. Ça suffit. Alors, venons-en maintenant à la deuxième partie de votre livre qui illustre plus la baseline, une transition numérique démocratique est possible. Après avoir donné ce tableau extrêmement noir de la dictature des algorithmes et du fait que surtout, n'ayons pas confiance dans les plateformes, dans les ingénieurs, enfin, c'est quand même un appel à la méfiance et à la prudence et au contrôle. Vous dites quand même
que tout n'est pas foutu et que une transition numérique démocratique est possible. C'est compliqué, hein, mais c'est possible. Qu'est-ce Oui, que, comment, par quel mécanisme est-ce que vous voyez qu'on puisse passer de cette ère de la dictature des algorithmes à quelque chose qui est peut-être utopique, mais qui serait une démocratie des algorithmes? ouais, alors de sa main, on a vraiment beaucoup de chance. Bon, ça peut, enfin, l'introduction, enfin, les 40 premières minutes de ce podcast peut donner l'impression qu'on n'a pas beaucoup de chance, mais il y a quand même un exemple sur Terre où, à défaut d'une utopie complète, en tout cas, il y a eu vraiment un progrès démocratique numérique fantastique. C'est le cas de Taïwan. Taïwan, qui est du coup sous influence, enfin, que la Chine cherche à influencer grandement. Taïwan, qui est, il y a 10 ans, était loin d'être une démocratie modèle. Euh, Taïwan, au cours de ces 10 dernières années, a vraiment investi massivement pour avoir une démocratie numérique, c'est-à-dire faire en sorte que le numérique soit au service de la démocratie. Et les progrès sont vraiment fantastiques. Il y a toutes sortes d'innovations à Taïwan qui sont largement, qui peuvent largement être importées. Donc, un des aspects de cette seconde partie, c'est de discuter de plusieurs de ces aspects, de montrer qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour renforcer les démocraties via le numérique. Oui, vous Il y donnez a... alors, on n'a plus le temps, s'il nous reste quelques minutes, on n'a plus le temps de parler de Taïwan dans le détail, mais alors c'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites sur cette démocratie numérique de Taïwan. Et je me suis dit quelque part parce qu'on parle beaucoup actuellement de la Chine et de Taïwan, que finalement, peut-être que c'est pas la Chine qui va conquérir Taïwan, mais ce sera peut-être Taïwan finalement qui va réussir à conquérir la Chine par le numérique parce que justement ils sont dans un numérique démocratique alors que en Chine bah, c'est le règne de la dictature des algorithmes. Bah, en tout cas, Bah, on peut... on peut l'espérer. Vas-y, Ouais, Alex. voilà, on peut l'espérer. J'allais dire la même chose. Ah, c'est Euh, l'impression que j'ai eue. Moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont être plus malins et plus forts avec leur numérique. Ouais, ouais, et je pense ils ont besoin de soutien. Enfin, d'une certaine manière, s'il y a un seul exemple sur Terre, bah, c'est bien, mais s'il y en a 14, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc, c'est là que toutes les démocraties ont un rôle majeur à jouer, non seulement pour se protéger elles, mais également pour protéger l'ensemble enfin, de la Terre, quoi, en montrant des exemples de ce qui peut être fait avec le numérique pour protéger les droits humains. Mais s'il y a un exemple, un endroit qui est un peu en avant-poste, c'est extrêmement important pour le reste. Oui, Parce que tout à ça fait. permet de montrer qu'il y a un modèle possible, disons, de renverser la vapeur et un modèle possible pour lequel ces algorithmes basés, pour dire plus vite, enfin, un numérique et des algorithmes basés plus sur la raison que sur l'instinct, disons les choses de façon basique. Si c'est possible, ça va donner peut-être des idées, ça aura des effets d'entraînement sur tout le reste. C'est ce qu'on peut Ouais, espérer. c'est ce qu'on peut et, espérer, et- et c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Donc moi, je suis président de l'association Tournesol, dont Jean-Loup est aussi un membre. Dites-nous Et deux mots sur cette association Tournesol. donc l'association Tournesol, c'est vraiment une association bon, à but non lucratif, développée à la base par des chercheurs, et dont l'objectif est vraiment de faire une plateforme démocratique, une conception démocratique, en particulier des algorithmes de recommandation. Et donc, un des aspects, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est que plutôt que de s'appuyer sur les préférences instinctives que l'on donne sur le téléphone quand on est fatigué en regardant des réseaux sociaux, l'idée, c'est vraiment essayer de beaucoup plus demander aux gens ce qu'ils aimeraient que les algorithmes de recommandation fassent pour l'ensemble de la société. Donc, à travers cette plateforme où plusieurs personnes peuvent voter de certaines manières ainsi, et ensuite on agrège les avis des différentes personnes de manière beaucoup plus démocratique, on espère ouvrir la voie et être à côté de Taïwan un exemple qui pourrait inspirer des futurs plus démocratiques pour le numérique. Jean-Loup Fourquet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cet avenir peut-être moins, espérons-le moins sombre qu'il y paraît?
Mais en fait, ce qu'on dit aussi dans le livre, c'est qu'il y a vraiment deux chemins qui se dégagent. Il y a vraiment un chemin, du coup, incarné par exemple par la Chine, un côté très autoritaire, centralisé, qui décide ce que les algorithmes de recommandation vont devoir diffuser comme information. Et un côté qui est un peu ce que nous, hélas, on incarne de l'autre, qui est quelque chose de complètement dérégulé et décentralisé, où en gros les algos recommandent aux individus ce qui va générer le plus d'attention chez eux. Et nous, avec Tournesol, ce qu'on essaie de faire dans la trace de Taïwan, c'est incarner une voie un peu plus du milieu, quelque part, qui est à la fois décentralisée, c'est-à-dire qu'en gros, on va prendre l'information de ce qui doit être recommandé démocratiquement, c'est-à-dire de manière décentralisée auprès d'un panel le plus large possible de citoyens. Et en même temps, après, avoir une application de ces recommandations qui soit, elle, pour le coup, centralisée et cohérente. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a d'un côté quelque chose de très décentralisé et chaotique, et quelque chose de très autoritaire et centralisé. Et ce qu'il nous faut, c'est un truc entre les deux, qui soit très décentralisé dans la prise d'information et centralisé, cohérent dans l'exécution et dans l'application, en fait. Eh bien, Jean-Loup Fourquet et Len Guignong, j'espère que les algorithmes de recommandation sauront recommander massivement votre livre parce qu'il est vraiment d'utilité publique. Hein, je rappelle, La dictature des algorithmes, une transition numérique est possible chez Talandier. Merci d'être venu nous parler de ces algorithmes aujourd'hui à Pile-Poule. Merci à vous. Merci, au revoir. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.